Salut les gars, salut les filles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Yourniverse. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents niveaux du basket universitaire américain. Chaque niveau a ses spécificités et son fonctionnement. Donc si tu es un joueur qui rêve de partir jouer au basket aux US ou si tu es tout simplement un fan de basket universitaire américain, bienvenue sur cette vidéo. On ne parlera pas ici de high school, l'équivalent du lycée, ni de prep school qui ne sont pas des universités. On va y aller étape par étape, de la NJCAA ou JUCO jusqu'à la NCAA première division. Avant d'entrer dans les détails, sache que si tu es un joueur ou une joueuse qui ambitionne d'être étudiant athlète aux USA, tu fais un choix courageux et extrêmement prometteur. En effet, les études montrent qu'entre 68 et 95% des PDG des 500 plus grandes entreprises américaines ont eu une expérience d'étudiant athlète. Alors même si c'est juste pour une saison, le jeu en vaut totalement la chandelle. Maintenant que c'est dit, on démarre avec le premier niveau et sûrement le plus crucial pour les joueurs étrangers, le Junior College. On appelle souvent les Junior College des JUCO. Ce sont des universités en 2 ans, équivalentes non officielles des BTS en France, anciennement DUG. Ils sont réunis dans une ligue qui s'appelle la NJCAA. C'est une ligue très compétitive d'université en 2 ans où il y a beaucoup de talents cachés, notamment européens. La plupart des joueurs américains au niveau JUCO y évoluent à cause d'un manque d'offres au niveau supérieur ou parce que leurs notes les rendaient inéligibles à la NCAA. Pour rappel, il faut avoir au minimum 2,3 sur 4 de GPA, soit environ 12 sur 20 de moyenne générale pendant 4 ans avant le bac, sur les matières analysées par la NCAA pour avoir le droit d'y évoluer. Mais c'est également le cas pour les gros prospects français, comme Zatil ou Baki, qui doivent passer par ce niveau pour obtenir les notes nécessaires à l'évolution en NCAA. De manière générale, c'est le meilleur tremplin pour les joueurs européens qui ne font pas partie du top 15 de leur génération au niveau national. C'est notamment le cas pour intégrer la première division NCAA qui compte en 2025 34 joueuses françaises et 39 joueurs français. Sur ces 73 joueurs et joueuses, 37 ont fait partie d'une sélection ou présélection nationale française jeune U16, U18 ou U20. Sur les 36 autres qui n'ont pas fait d'équipe de France jeune et qui évoluent désormais en NCAA D1, 25 sont passés par le JUCO, soit 70% d'entre eux. C'est un tremplin privilégié par les joueurs et leur entourage pour plusieurs raisons. Premièrement, les écoles sont beaucoup plus accessibles au niveau académique, notamment sur l'anglais, que les écoles de 4 ans. Deuxièmement, l'adaptation sociale y est plus facile grâce à des campus à taille humaine. Et troisièmement, ces écoles offrent la possibilité de se développer sur 2 ans supplémentaires avant de s'attaquer au niveau NCAA, où la moyenne d'âge y est de 21 ans pour les profils français en 2025. Comment fonctionne concrètement la JUCO ? Il y a 3 divisions. La première offre des bourses complètes et partielles. La deuxième offre uniquement des bourses partielles et quasi complètes. Et la troisième n'offre pas de bourse sportive. La division 1 de JUCO est la plus compétitive et les joueurs les plus performants à ce niveau peuvent transférer vers des écoles de NCAA D1. À ce sujet, au niveau NCAA, ce sont 14,8% des joueurs qui viennent d'un JUCO chez les garçons et 9% chez les filles. Comme vu précédemment, cette stat monte à 50% pour les profils français, dont voici quelques exemples. Keza Gifa a passé par Daytona State en JUCO avant de transférer à High Point. Naomi Barnwell passait par Monroe College en JUCO avant de transférer à Robert Morris University. Ou bien encore Caroline Germont qui était elle en équipe de France jeune avant de jouer pour South Plains en JUCO, puis TCU et James Madison en NCAA avec qui elle a fait la March Madness. C'est un cycle de 2 ans très intense où il faut se développer pour taper dans l'œil des coachs. Tu l'as sûrement vu dans la série Last Chance U, qui se passe dans la ligue californienne, qui ne fait pas officiellement partie de la NJCAA. C'est une ligue à part où il n'y a pas de bourse complète. Au niveau de D2 de JUCO, les joueurs passent un peu plus de temps en cours qu'à l'entraînement. Certains d'États n'ont d'ailleurs pas de JUCO D2, comme le Texas. Les joueurs à ce niveau peuvent transférer vers des écoles NCAA D2 ou D1 en fonction de leur performance. Au niveau du JUCO D3, il n'y a quasiment pas d'aide financière, mais les tarifs sont accessibles, similaires aux écoles supérieures en Europe. À ce niveau, les joueurs se concentrent beaucoup plus sur leurs études que sur le basket. Le but est de s'exposer pour transférer vers une meilleure JUCO après 1 an, ou bien faire une école NAIA ou NCAA D3 après 2 ans. Qu'en est-il des installations et des équipements au niveau de JUCO ? Il y a quelques écoles qui ont de très belles installations. Comme les joueurs restent seulement 2 ans, les écoles ne peuvent cependant pas dépenser autant d'argent qu'en école de 4 ans, donc les écoles NAIA ou NCAA pour les salles de musculation, les salles de récupération ou les équipements, mais cela reste très correct. La plupart des JUCO logent leurs athlètes sur le campus avec une chambre avec un coéquipier ou même parfois seul. Certains fonctionnent avec des appartements ou des maisons en dehors du campus et offrent un accès à une cafétéria 3 fois par jour.
Certains JUCO ont dans leur dotation des chaussures pour toute l'équipe et elles incluent des t-shirts, des survêtements, des pulls, etc. Le niveau y est très compétitif et plusieurs joueurs NBA actuels y sont passés comme Jimmy Butler, Jay Crowder, Alize Johnson, Jonathan Simmons, Chris Boucher et Dalton Knecht. Le but reste de s'y développer pour transférer derrière dans une école de 4 ans. D'ailleurs, comment se passe ce transfert après 2 ans? Il s'agit d'un transfert de crédit universitaire vers ce qu'on appelle les écoles de 4 ans ou 4-year school en anglais, où on prépare un bachelor puis un master. On fait donc 2 années d'études en JUCO pour préparer un associate degree, puis un bachelor degree de 2 ans de plus dans une 4-year school. C'est ce qu'on appelle le système 2+2. Ce système vient d'être récemment remis en question par un changement de règle au niveau NCAA qui permettrait de faire 2 plus 4 années, soit 6 années totales de bourse pour financer toutes tes études grâce à ton basket et aller jusqu'au grade de master. Ce changement reste à confirmer officiellement à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Passons maintenant aux fameuses écoles de 4 ans. La première de ces 2 ligues d'écoles de 4 ans est la NAIA. Elle compte environ 250 écoles et offre une autre possibilité aux étudiants athlètes qui n'arrivent pas à obtenir d'aide financière en NCAA 1 ou 2. La NAIA permet d'évoluer à un niveau sportif très élevé, comparable à la NCAA D2, tout en préparant un diplôme ayant une forte valeur sur le marché. En effet, 90% des écoles proposent une aide financière à ce niveau, pour une moyenne de 7 000 $ par athlète par an sur les 2 divisions pour les athlètes américains. Pour les athlètes étrangers, cette stat baisse fortement car les frais de scolarité sont toujours plus élevés pour eux. C'est une ligue méconnue où ont notamment évolué par le passé Scottie Pippen, Dennis Rodman et Ben Wallace, tous passés par les Bulls. Pour beaucoup de joueurs, c'est aussi une étape intermédiaire vers la NCAA car la NAIA est connue pour sa flexibilité concernant l'éligibilité et les périodes de recrutement. Les bourses en NAIA sont similaires à celles de la division 2 de la NCAA et s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Certains programmes mettent beaucoup d'argent dans leurs installations pour attirer de bons joueurs et elles peuvent être de très haut niveau. La plupart des joueurs achètent leurs propres chaussures à ce niveau, tout comme les joueurs de division 3 NCAA. Cela dépend des programmes. Dans l'ensemble, la NAIA est similaire à la division 2 NCAA. Il y a d'excellents joueurs à ce niveau, ce qui offre de super opportunités pour les étudiants athlètes qui veulent exceller à la fois dans le sport et dans les études. Maintenant, passons au boss final, la NCAA. La NCAA fonctionne en 3 divisions différentes et on va commencer par la NCAA Division 3, aussi connue sous le nom plus générique de D3. Le principal objectif dans cette ligue est de préparer un excellent diplôme tout en continuant à jouer au basket à haut niveau. On met de côté les objectifs de devenir joueur professionnel et on profite des avantages de la vie d'étudiant athlète grâce à sa passion pour le basket. À ce sujet, quelles sont les probabilités de devenir joueur pro à partir de la NCAA? Je te les révèle plus loin dans cette vidéo pour que tu saisisses bien l'enjeu des doubles parcours aux États-Unis. Comme toujours, il y a des exceptions et l'une d'entre elles prouve que le niveau est bien supérieur à celui en high school. Cette exception s'appelle Duncan Robinson, qui a en effet évolué une saison en D3 à Williams College dans le Massachusetts. Il avait auparavant effectué un an de prep school dans la même région, à Phillips Exeter, l'ancien lycée de Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta. Il a ensuite transféré à Michigan pour ses 3 dernières années universitaires, avant d'être signé par le Heat sans avoir été drafté. En Division 3 NCAA, on insiste donc avant tout sur les diplômes, le développement personnel et la vie sociale, car il y a un petit peu moins d'heures d'entraînement qu'en D2 et en D1. Les joueurs de Division 3 ne reçoivent pas de bourse sportive et les aides sont basées uniquement sur les besoins des familles et les résultats académiques. Donc c'est une raison de plus pour ne jamais baisser le pied en cours et maintenir une moyenne élevée si jamais tu souhaites partir aux États-Unis. Par rapport aux installations et aux équipements en Division 3, ils restent tout à fait corrects. Toutefois, ils ne sont pas du même niveau que ceux des équipes de D1 ou D2 car le budget des écoles est principalement alloué au côté académique plutôt qu'au sportif. Malgré cela, beaucoup de programmes sont sponsorisés par Nike, Under Armour ou Adidas. Le principal objectif à ce niveau est de s'assurer que les joueurs ont tout ce dont ils ont besoin sans trop dépenser. À ce titre, la plupart des joueurs de Division 3 achètent eux-mêmes leurs propres chaussures de basket. Pour résumer, la Division 3 offre des opportunités de développement exceptionnelles tout en mettant l'accent sur les études. Donc si beaucoup de joueurs rêvent de devenir professionnels, le chemin le plus atteignable reste de transférer vers une NCAA D2. La NCAA Division 2 est plus communément appelée D2. Les joueurs à ce niveau sont très talentueux et la compétition est rude. Les programmes de D2 équilibrent mieux le sport et les études par rapport aux programmes de D1. Mais en termes de bagage technique pur et de physique, la D2 est juste un cran en dessous de la D1. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux et il y a même souvent des équipes de Division 2 qui battent des équipes de Division 1.
Évidemment, quand je dis qu'il n'y a pas de grande différence entre une D1 et une D2, je parle des mid et des low majors en D1. Je t'explique après à quelles équipes je fais référence. Au niveau technique, on est sur des profils très similaires, c'est juste que les joueurs en D2 sont plus petits. Voici les comparaisons des tailles entre NCAA D2 et D1 pour les garçons. Les arrières réunissent les postes de meneur et d'arrière-shooter, et les ailiers réunissent les deux postes à l'aile, comme il est d'usage dans le basket moderne. La différence de taille est d'environ 3 cm par poste entre ces deux divisions. Pour les filles, les différences sont encore plus marquées pour les arrières et les intérieurs, environ 5 cm d'écart par poste. Au-delà de la taille, il y a aussi un aspect athlétique et explosivité qui différencie les profils de ces deux divisions, en plus de l'exposition qui est un peu moindre. Beaucoup de joueurs américains de Division 2 finissent en D2 à cause d'un manque de visibilité ou parce que leurs notes n'étaient pas assez bonnes pour aller en D1. D'ailleurs, comment fonctionnent les bourses à ce niveau? Les joueurs de D2 reçoivent des bourses partielles. Les coachs ont le droit de distribuer l'équivalent de 10 bourses complètes pour construire leur effectif. Bien souvent, ils préfèrent répartir cet argent sur plus de 10 joueurs pour en faire profiter au maximum d'entre eux. Cumulé avec quelques aides financières supplémentaires, cela fait plus de possibilités d'obtenir une bourse complète. Comme il y a plus de 300 équipes NCAA D2, cela fait plus de 3000 bourses disponibles à ce niveau. En D2, l'emploi du temps est plus intense qu'en D3 entre les entraînements collectifs, les séances vidéo, la préparation physique et les déplacements. Les écoles y sont moins reconnues académiquement qu'en D3, mais elles sont bien meilleures au niveau sportif. Pour te l'illustrer, voici deux profils récemment passés par la D2 NCAA et que tu connais forcément. Derrick White des Boston Celtics. Il a évolué pendant 3 saisons à Colorado Springs avant de transférer à l'Université du Colorado en D1 pour sa senior season. La senior season, c'est la dernière saison universitaire. Et puis Max Strus des Cleveland Cavaliers qui a joué 2 saisons en D2 à Lewis College avant de transférer à DePaul. Il y a énormément de moyens en D2, que ce soit pour les dotations ou pour les infrastructures, car les écoles sont sponsorisées elles aussi par les marques mentionnées précédemment. Dans une école de D2, tu ne verras pas toute la technologie avancée que tu peux voir dans une école de D1, mais certaines de ces écoles ont des campus bien plus luxueux que celles de D1. Et pour celles et ceux qui se demandent si la D2 est un bon tremplin vers la D1 pour les joueurs internationaux, voici la réponse. En 2025, sur les 34 joueuses et les 39 joueurs français en première division NCAA, le nombre de joueurs venant de la D2 est de 0 pointé. Donc si tu réfléchis à la D2 comme un tremplin vers la D1, c'est très probablement un moins bon chemin que les Duco par lesquels sont passés la moitié de ces profils français. Venons-en maintenant à la division qui fascine tout le monde, la fameuse NCAA D1. C'est le plus haut niveau du basket universitaire avec plus de 350 écoles à travers le pays. C'est là que les meilleurs joueurs poursuivent leur rêve de devenir professionnels tout en validant des diplômes prestigieux. En parlant de monde professionnel, voici les probabilités d'obtenir un contrat pro à partir de la NCAA selon une étude officielle de la Ligue. Chez les garçons, c'est 1,1% de chance d'intégrer la NBA et 4,5% de chance d'obtenir un contrat dans toutes les ligues pro confondues. Chez les filles, pour la WNBA, c'est 0,8% et environ 4% pour toutes les ligues pro dans le monde. Au-delà d'être une passerelle vers le monde pro qui permet de valider un diplôme américain de niveau bachelor ou master, c'est devenu une ligue où certains joueurs gagnent énormément d'argent grâce à la nouvelle régulation NIL. NIL veut dire Name, Image, Likeness et fait référence au droit des athlètes à monétiser leur image via des contrats de sponsoring et des partenariats. Les joueurs souffrent cependant de grandes disparités dans ces contrats. La moyenne des contrats NIL dans le football américain et le basket féminin et masculin est de 38 000 $ annuels, avec une médiane à seulement 1 328 $. Les gros contrats comme celui de Cooper Flagg à Duke ou des J.D. Bansa à venir avec BYU tirent la moyenne vers le haut et les inégalités sont grandes entre garçons et filles. 56 000 $ de moyenne par an pour les garçons contre 11 500 $ pour les filles. Ces contrats NIL sont proposés par les plus grosses écoles et beaucoup d'écoles n'en proposent pas du tout. Comme ces contrats concernent une minorité des joueurs, revenons au sujet des bourses qui concernent l'intégralité d'entre eux en D1. Elles aussi, ces bourses, elles ont connu un grand changement. En 2025, il n'y aura plus 13 bourses complètes, mais 15 sous réserve de confirmation de ce changement de réglementation, avec une limite de 15 joueurs par effectif. Les programmes de D1 avec moins de budget proposeront 2 places en bourse partielle pour ces bourses supplémentaires. Les autres écoles proposeront des bourses complètes, ce qui marque la fin du statut walk-on, c'est-à-dire les joueurs qui paient leurs études tout en faisant partie de l'équipe de basket. Scottie Pippen est notamment passé par là à Central Arkansas, où il était carrément intendant pour l'équipe. De manière générale, jouer en D1, c'est un job à temps plein. Les emplois du temps sont très chargés entre les cours, les entraînements individuels et collectifs,
ainsi qu'une vie sociale très riche. Et même si les études sont prioritaires pour tous ces joueurs, le basket prend parfois le dessus à ce niveau, surtout pendant les grands événements comme les tournois de conférence et la March Madness en mars. Au niveau des installations, les écoles de Division 1 proposent une expérience incroyable. Des vestiaires luxueux, des salles de musculation modernes et des équipements de récupération à la pointe comme des chambres de cryothérapie et des tapis antigravitationnels. Les écoles sont sponsorisées par les plus grands équipementiers comme Nike pour Duke, Adidas pour Kansas et Under Armour pour Texas Tech. Et très logiquement, parmi tous les niveaux du basket universitaire, les athlètes de D1 reçoivent les meilleures dotations pour représenter du mieux possible leur école. Que ce soit à Kansas, Texas ou Kentucky, c'est ce qui se rapproche le plus des standards NBA. Malgré cela, le niveau reste assez éparse en D1. On va parler ici donc des différentes typologies d'écoles au niveau sportif. D'abord, nous avons les écoles que l'on appelle High Major, qui sont essentiellement issues des conférences SEC, ACC, Big 12, Big 10, Big East, et d'autres écoles comme Gonzaga et Memphis par exemple. C'est dans les High Major que tu retrouves les toutes meilleures écoles comme Duke, Kentucky et Texas Tech mentionnées précédemment. Elles ont toutes de très fortes traditions avec beaucoup d'anciens joueurs et coachs en NBA, d'énormes budgets et attirent constamment les meilleurs recrues. Ce sont quasiment toujours ces écoles qui gagnent le tournoi final appelé March Madness. Ensuite, il y a les écoles mid-major. Ce sont des écoles comme North Texas, Wichita State et Hawaii. Même si ces mid-majors n'ont pas les mêmes ressources que les programmes high-major, elles sont toujours considérées et vues comme des programmes élites. Et chaque année, il y a des équipes mid-major qui réalisent de grosses performances en battant des équipes high-major. Les joueurs à ce niveau peuvent facilement aller dans des high-major et dominer. Et puis ensuite viennent les low majors, ce sont des écoles plus petites comme Jackson State, Texas Southern et Bethune-Cookman. Ces programmes se concentrent sur le développement des joueurs avec des budgets un peu plus restreints. Bien qu'elles ne rivalisent pas au plus haut niveau, elles offrent toujours d'excellentes expériences et des opportunités pour les athlètes qui souhaitent devenir professionnels tout en préparant un diplôme. Qu'on soit très clair, même en low major, vous verrez des joueurs et des joueuses extrêmement forts. Mais la meilleure chose avec le basket universitaire américain, le rêve ultime, ça reste la March Madness. C'est le tournoi final de Division 1 NCAA qui détermine le champion national. 68 équipes s'y affrontent. Les gagnants de chaque conférence y sont inscrits automatiquement et les autres sont choisis par un comité durant ce qu'on appelle le Selection Sunday. Les équipes jouent le titre dans un tournoi à élimination directe jusqu'au Final Four qui a lieu dans un stade de foot US dont le lieu change tous les ans devant 30 millions de téléspectateurs. Énormément d'Américains, dont souvent le président, remplissent leur braquette pour gagner le concours de prédiction du tournoi. C'est un mois de compétition extrêmement intense avec des surprises incroyables. Personnellement, c'est ce qui m'a rendu absolument obsédé par ce championnat.